Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Make in Real. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir un jeune chercheur brillant du nom de Loïc Chrislin Guedjo, actuellement doctorant à l'Université Clermont-Auvergne, chercheur en matériaux biosourcés et mécanique du bois. Aujourd'hui, nous allons parler des sciences, des méthodes numériques et surtout rendre cela accessible à tous et à toutes. Bienvenue Loïc. Bonsoir à tous et à toutes et bonsoir Thierry. Merci de m'avoir convié à cet échange. C'est un plaisir. OK. Notre échange va se structurer sur plusieurs plans. Nous allons commencer par ton parcours, ensuite les approches scientifiques et les méthodologies que tu utilises, la vulgarisation de la science et ainsi que ton engagement à transmettre le savoir. Sans toutefois tarder, nous allons commencer par ton parcours. Qui est Loïc Guedjo? Bon, Loïc Guedjo, c'est un Camerounais qui est actuellement dans une thèse de doctorat du côté de l'université Clermont-Auvergne et voilà, qui a fait ses classes au Cameroun avant de continuer en France. Et bon, peut-être que je vais attendre plus de précision en termes de questions de ta part avant d'apporter des éléments de réponse pour que ça n'aille pas peut-être dans tous les sens. Voilà. En effet, Mhm. qu'est-ce qui t'a conduit à t'intéresser à la mécanique des matériaux et plus précisément le bois? Euh, bon, la question de la mécanique des matériaux et la question du bois après, c'est un choix qui est fait en fin de master 1 quand je suis à l'université de Chang. Parce que, voilà, je vais rappeler ici que ma carrière universitaire a commencé à l'UIT de Banjul, où j'ai fait un diplôme universitaire de technologie en thermique et énergétique du bâtiment. Donc après, voilà, j'ai continué à l'université de Chang, donc je me suis inscrit en licence de mécanique énergétique. Et donc, quand je suis arrivé en master, voilà, j'ai estimé, pour moi, c'était une question de pluridisciplinarité. Donc, j'ai estimé que voilà, j'avais un certain nombre de connaissances acquis en énergétique et que pour diversifier, voilà, je devrais gagner d'autres compétences en m'intéressant cette fois-ci non plus à l'aspect énergétique du bâtiment, mais à l'aspect matériaux, c'est-à-dire structure, en fait. Donc, c'est de là que par euh, l'idée est aujourd'hui devenue métier principal de travailler dans le domaine des matériaux biosourcés et du matériau bois de façon plus particulière. OK. Tu as obtenu la bourse Eiffel. C'est une distinction particulière. Quel était ton parcours? Qu'est-ce qui te rend différent et qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que cela a changé en toi? Bon, pour le parcours, je vais dire que bon, après le bac, j'avais hâte d'intégrer l'école polytechnique de Yaoundé. Voilà, j'ai essayé en vain plusieurs fois. Après ça, j'ai également essayé d'intégrer l'école africaine de l'aviation civile. Voilà, ça n'a pas été également possible, mais entre-temps, voilà, j'évoluais du côté de l'université de façon très saine, de façon très propre. Bon, quand je suis arrivé en master 1, je me suis dit, avec les premiers pas que je faisais dans le monde de la recherche scientifique, voilà, je suis, entre guillemets, tombé amoureux de la recherche scientifique et j'ai décidé donc, en ce moment-là, voilà, de postuler aux différentes opportunités en termes de bourse qui pouvaient m'aider à financer une thèse de doctorat. Donc, c'est comme ça que j'ai croisé le chemin de la candidature de la bourse d'excellence Eiffel.
Et voilà, le chemin a été long, mais voilà, je l'ai obtenu. Donc, c'est grâce à cette bourse que ma thèse est financée aujourd'hui. Bon, tu l'as dit, c'est une distinction particulière. C'est une distinction d'excellence. Donc, je suis tout simplement fier et voilà, satisfait du fait que le travail accompli a pu porter ses fruits. Et voilà, je pense que je ne dois pas m'arrêter là. Il faut toujours continuer d'avancer, continuer de travailler, continuer de bosser dur pour atteindre cette fois-ci voilà, les plus hautes sphères de la communauté scientifique. D'accord. Nous allons continuer directement sur les approches scientifiques et mathématiques. Tu sais, je suis à cheval sur ces méthodes-là, mathématiques et méthodes numériques. Bon, avant de commencer, j'aimerais d'abord te féliciter parce que je te suis principalement sur LinkedIn et euh, sur les plateformes de recherche comme RechercheGate et je me rends compte que tu es très actif en recherche et que tu fais de nombreuses publications dans les journaux à comité de lecture et des journaux hautement qualifiés. Quels sont les grands axes de recherche, les grands axes de recherche actuellement? Actuellement, je dirais que la recherche est principalement centrée sur un axe qui est plus grand, voilà, qui est, comme tu l'as défini quand tu me présentais, l'axe des matériaux biosourcés. Donc, sauf qu'à l'intérieur, moi, je vais avoir deux branches principales. Une première qui est fortement axée sur la recherche en ce qui concerne la mécanique du bois et un deuxième axe de recherche qui est axé sur la promotion, la conception et la valorisation des matériaux de construction écologiques, donc ce qu'on appelle des biomatériaux, voilà, qui sont conçus à base de connexes végétaux, de tous les déchets qu'on peut rencontrer voilà, dans le système de vie quotidienne. Et voilà, donc on étudie de ce côté-là, comme je l'ai dit, la conception, la promotion, on fait la valorisation. Et du côté du bois, on va être concentré sur les méthodes de modélisation des différents aspects du comportement de ces matériaux. OK. Mhm. Tu travailles sur le comportement thermo-hygromécanique et aussi le comportement viscoélastique du bois. Oui. Peux-tu nous expliquer ces notions en des termes simples en utilisant des exemples? OK, donc voilà, c'est une très belle demande. Donc, jusqu'ici, la plupart des publications qui sont parues concernent justement cet aspect du comportement thermo-hygroviscoélastique du bois, parce que voilà, j'ai souvent des questions qui m'arrivent du genre est-ce que les constructions en bois sont vraiment possibles? Est-ce que ce n'est pas finalement un leurre? Ce genre de questions. Donc, en fait, on sent une certaine réticence quant à l'utilisation du matériau bois dans les nouvelles technologies de construction, justement parce que c'est un matériau qui est très peu connu, voilà, qui est très peu connu et qui possède un comportement assez complexe et parfois défavorable face aux conditions environnementales, notamment la température et l'humidité. Donc aujourd'hui, moi, je vois l'humidité comme étant le premier ennemi du matériau bois. Voilà, parce que voilà, dès qu'il y a variation d'humidité, dès qu'il y a variation de température, le comportement, les propriétés du matériau bois changent de façon aléatoire. Donc, il est question, justement, dans ces travaux, d'essayer de proposer aux ingénieurs de construction des modèles qui vont être mis à leur disposition afin qu'ils soient capables
d'avoir un premier aperçu du comportement ou alors de faire une simulation du comportement sur ces différentes conditions de sollicitation afin de pouvoir mieux les intégrer dans les différents systèmes de construction. OK. Quel rôle joue la mathématique et les méthodes numériques dans tes travaux? Donc, la mathématique, nous faisons, en tant que chercheurs, généralement, bon, en ce qui me concerne, c'est souvent structuré comme suit. Donc, l'expérimental, ensuite l'analytique, ensuite le numérique. Donc, l'expérimental va nous permettre d'essayer de recueillir ou alors d'essayer d'obtenir le comportement réel du matériau. Donc, on va faire des essais pour obtenir le comportement réel du matériau. Ensuite, on va essayer de définir à partir des lois de la physique réelle un modèle, notamment pour le comportement viscoélastique, par exemple, ce qu'on appelle les modèles rhéologiques, les ressorts, les amortisseurs et tout ça, qui représentent de façon assez proche le comportement qui est celui que nous avons pu observer expérimentalement. Sauf que pour intégrer justement ces modèles dans un code numérique ou alors dans un code aux éléments finis, voilà, on est obligé de passer par des formulations mathématiques où on va faire des discrétisations, on va faire des trucs et tout ça. Donc, la mathématique, c'est très important parce que le comportement d'un élément physique réel, comme le ressort, est décrit par une équation mathématique. L'amortisseur, c'est décrit par une équation mathématique. Donc, lorsqu'on assemble tout ça, on obtient voilà, des équations différentielles, parfois des équations aux dérivées partielles, parce que je travaille aussi beaucoup avec la mathématique fractionnaire, dans le calcul fractionnaire. Donc là, on a des équations aux dérivées partielles. Donc, c'est très important en mathématiques qui vont par la suite être discrétisées pour être introduits dans des codes aux éléments finis. Quelle méthode numérique utilises-tu précisément? Et peux-tu prendre un exemple pour expliquer l'approche? Dans les méthodes numériques que moi j'utilise de façon plus précise, ce sont les méthodes d'optimisation et les méthodes des éléments finis. Donc, les méthodes d'optimisation voilà, nous permettent de faire ce qu'on appelle la vérification d'un modèle, par exemple. Donc, quand on fait, je vais prendre l'exemple de l'essai de fluage ou alors de l'essai de déformation. Voilà, c'est aussi l'un des problèmes très récurrents du bois parce que c'est le bois, ce qu'on appelle une déformation à effet de mémoire. Donc, lorsque nous prenons un matériau bois, une poudre de bois, et qu'on va essayer de la solliciter en traction ou en flexion, donc on va essayer de mesurer, voilà, avec des équipements adaptés bien sûr, les déformations de ce matériau dans le temps. Donc ça veut dire que là, nous avons les données expérimentales du fluage. On va revenir maintenant du point de vue mathématique. On prend un modèle rhéologique, on combine les ressorts et les amortisseurs ou alors d'autres éléments plus sophistiqués, dont on écrit l'équation différentielle. On obtient donc une expression mathématique de la fonction de fluage, c'est-à-dire des déformations en fonction du temps. Sauf qu'à l'intérieur de cette fonction, on a des paramètres physiques réels dont on a besoin de déterminer pour que cela puisse représenter de façon la plus proche possible le comportement que nous avons observé expérimentalement. Donc, on va donc faire, voilà, avec le concours du machine learning, on écrit un code d'optimisation qui va nous permettre de déterminer dans notre modèle mathématique les paramètres physiques de telle enseigne que la fonction que nous allons obtenir en remplaçant les paramètres qu'on aura trouvés via le machine learning, via notre algorithme d'optimisation, qu'on puisse retrouver la courbe expérimentale. Comme ça, lorsque l'ingénieur sera en face du matériau que nous avons caractérisé, il ne sera pas obligé d'aller au labo pour savoir comment le matériau va se déformer quand il va l'utiliser dans sa structure. Il prend le modèle, il simule.
Il voit comment ça se passe et puis voilà, il sait quelles sont les charges que le matériau peut supporter, dans quelles conditions, etc., etc. Ça, c'est en ce qui concerne de façon très simple voilà, la méthode numérique d'optimisation que nous utilisons pour vérifier et valider certains de nos modèles. Ok, bon, restons un peu sur cette méthode d'optimisation. Tu sais, les méthodes d'optimisation, généralement, souffrent de deux problèmes. En fait, on a deux solutions, généralement. On a les solutions on a les méthodes qui recherchent généralement les minimums globaux et minimums locaux. On sait généralement que lorsque tu as une solution qui est locale, elle n'est pas générale. Comment est-ce que tu certifies donc, comment est-ce que tu valides donc le minimum que tu as trouvé qui minimise ta fonction coût, parce que je suis sûr que tu as une fonction coût, c'est un problème d'optimisation. Comment est-ce que tu te rassures donc que les minimums que tu trouves sont effectivement des minimums globaux et peuvent marcher partout? Toi, tu m'attends avec les questions des experts des journaux voilà, qui ne cessent de nous... Ok, bon, en tout cas, on essaie de performer le modèle au fur et à mesure. En fait, l'une des approches sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, c'est de valider le modèle en utilisant un historique de chargement. Ça veut dire que euh, je vais faire un chargement à plusieurs niveaux de contraintes et j'obtiens un paramètre qui se rapproche ou alors qui peut être considéré comme paramètre mécanique du matériau que si pour plusieurs conditions de sollicitation, j'obtiens le même paramètre en fait. Donc, ça veut dire que le matériau est sollicité à 10% de sa charge de rupture, à 20%, à 30%, à 15%, on puisse garder déjà le même paramètre. Parce qu'en fait, voilà, le fitage, le fait que la courbe expérimentale soit proche de la courbe numérique ne veut pas dire que le modèle décrit le comportement mécanique du matériau. Non. En effet. Donc, voilà, dans cela aussi, voilà, on essaie de retrouver par exemple les courbes résiduelles, essaie de voir s'il y a des erreurs systématiques, des choses comme ça. Bon, ce sont un peu les techniques qui, pour l'instant, nous aident à savoir si le modèle décrit le comportement réel du matériau ou bien c'est juste un ajustement qualitatif. D'accord, d'accord. Ouais. En ce moment-là, les quantités que vous observez sont effectivement les quantités physiques acceptables. Effectivement, effectivement. Mais même si, voilà, on en est toujours pour certains de nos modèles à l'étape de la vérification, mais pas encore la validation. Mais maintenant, un certain, maintenant certaines erreurs, les modèles peuvent être appliqués déjà au problème de calcul de structure. OK. Donc, ça veut dire que bon, les méthodes dont les plus utilisées, tu peux me dire si c'est le Levenberg ou le Least Square Method. Euh, Bon, moi, j'ai beaucoup plus utilisé la méthode de Levenberg-Marquardt. C'est dans les derniers travaux que j'ai menés parce que, voilà, là, on a une combinaison de coups Newton, de distance de gradient et, et on a un certain ajustement dynamique, n'est-ce pas, des paramètres d'optimisation, en fait. Donc, c'est ça un peu l'avantage de la méthode d'optimisation de Levenberg. OK. Et maintenant, en ce qui concerne la méthode des éléments finis, comment est-ce que tu l'appliques dans tes travaux? Donc, pour la méthode des éléments finis, moi, je les applique actuellement beaucoup plus dans les problèmes de fissuration. Voilà, parce que la fissuration, c'est aussi un problème très, très crucial en ce qui concerne l'ingénierie du bois. Donc, moi, je les utilise en ce moment pour prédire l'initiation, l'amorce et la propagation de la fissure. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus dans ce sens-là que la méthode des éléments finis est appliquée, en fait. Bon, maintenant, pour le bien de ceux qui nous suivent, tu sais, l'un des objectifs de la chaîne est de démystifier la science, tu vois.
J'aimerais que tu prennes un exemple, tu décris un peu comment est-ce que tu modélises dans la fissure et comment est-ce que tu appliques ta méthode des éléments finis pour évidemment proposer une solution numérique. D'accord. Donc, moi, je fais ce qu'on appelle la mécanique linéaire de la rupture. Donc, pour nous, cette mécanique n'existe que s'il y a une fissure initiale. Donc, on va donc prendre un matériau, on impose une fissure initiale, et ici, c'est de savoir, OK, sous sollicitation mécanique thermo-hygroviscoélastique, à partir de quel moment est-ce que la fissure se déclenche, la propagation de la fissure se déclenche? Et quelle est donc l'énergie qui est nécessaire à sa propagation? Donc, ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va prendre un domaine de matériau bois, on va le discuter avec des éléments bien définis et tout. Et moi, je suis pratiquement carré sur les méthodes énergétiques en mécanique de la rupture, notamment ce que j'appelle les intégrales invariantes, justement, qui nous permettent de quantifier l'énergie dont je parlais il y a un instant, c'est-à-dire ce qui est nécessaire au développement des nouvelles surfaces de fissure. Donc, quand j'ai mon domaine qui est bien maillé et tout, avec des conditions aux limites qui sont bien définies, euh, voilà, j'essaie donc à partir des champs mécaniques qui existent en pointe de ma fichier que j'ai créé, de calculer ou alors de résoudre mon problème aux éléments finis parce que le système étant bien maillé, les conditions limites bien posées, ça veut dire que voilà, je suis en train de résoudre un problème A, X égale à B. Donc moi, je cherche dans euh, mon inconnu qui ici peut être soit les contraintes, soit les déplacements, soit les déformations. Donc lorsque j'ai ça, ça peut me permettre, à travers mon outil intégral invariante, de calculer l'énergie qui est nécessaire pour que la fissure puisse se déplacer, se propager. Ah, ok. Ça calcule, en fait, tu calcules l'énergie de la fissure, en fait. Je calcule l'énergie qui est nécessaire à l'avancement du fond de fissure. Ok, ok. Ah, ok, donc ça veut dire que la méthode dont tu utilises intègre donc un comportement local de la fissure d'un point de vue analytique, peut-être explicite. D'un point de vue analytique, bien évidemment, la méthode, puisque voilà, là, nous travaillons avec le bois, c'est un matériau orthotrope, donc on a besoin voilà, de définir les modes de rupture complexes, comme les modes mixtes, par exemple. Donc, pour faire dans le découplage, pour savoir dans ce problème de propagation, quelle est la part qui est due au mode d'ouverture, par exemple, ou au mode de cisaillement. On a besoin d'avoir en pointe de fissure les champs mécaniques. Donc, ces champs mécaniques sont définis de façon analytique. Et voilà, nous pose des problèmes de singularité lorsqu'on on se rapproche de la pointe de fissure. Donc, avec le calcul aux intégrales invariantes, justement, cela nous permet de contourner les problèmes de singularité et d'évaluer le problème du local au global, c'est-à-dire en s'éloignant de la pointe de fissure. Voilà. Donc, juste pour une petite parenthèse, voilà, ça fait à peine 1 an et demi que je suis dans ce domaine de la fissuration des matériaux orthotropes et pour l'instant, toutes les investigations qui ont été faites sont en 2D. Donc, moi, j'ai voulu explorer l'aspect des conditions thermo-hygroviscoélastiques pour savoir, par exemple, si je suis dans une zone où l'humidité varie comme ceci ou comme cela, à partir de quel taux critique le fissure qui est initialement présente va se propager. Sauf que là, les gradients d'humidité se font beaucoup plus dans l'épaisseur du matériau. Et pour cela, il faut donc définir au niveau de la pointe de fissure, c'est-à-dire localement les champs de contraintes en 3 dimensions. Malheureusement, nous n'avons pas ces champs mécaniques-là qui sont définis dans la communauté scientifique. C'est un problème que je soulève.
Ok. Bon, pour les problèmes de fissure, tu sais, moi, j'ai fait de la mécanique computationnelle, donc généralement, je confronte aussi ce genre de problème. J'ai déjà écrit des cours numériques généralement pour étudier la fissure dans certains matériaux. Les méthodes les plus disponibles, en fait, les plus en vedette actuellement sur la communauté scientifique, il y a la méthode des champs de phase qui modélise un changement de phase dans un matériau. Probablement, lorsqu'il y a une fissure, ça crée un changement de phase que la méthode détecte automatiquement. Généralement, cette méthode n'a même pas besoin d'une fissure initiale. Maintenant, à côté de ça, on a la méthode par zone cohésive, la méthode des zones cohésives qui effectivement modélise la fissure. Mais sauf que cette méthode, elle est un peu plus ou moins difficile à mettre en œuvre. Parce qu'elle nécessite de suivre à la lettre la fissure et aussi le détachement du maillage qui n'est pas facile à prendre en considération dans les codes éléments finis. Donc, généralement, pour approcher cela, il y a eu des codes éléments finis qui ont été développés. On a eu les XM qui ont été développés. J'aimerais savoir quel est l'avantage de ta méthode par rapport à ces méthodes-là, si tu les connais, et pourquoi peut-être ne pas utiliser une approche un peu plus, disons, un peu plus globale, si tu veux approcher le cas 3D dont tu parlais tout à l'heure. Bien évidemment, la science se veut de s'ouvrir à elle et d'explorer du possible les méthodes qui sont disponibles. Donc, moi, voilà, j'ai connaissance de la méthode des zones cohésives. Voilà, sauf que, comme tu l'as dit, euh, non seulement il y a le problème de remaillage, mais il y a aussi le problème d'approximation de la zone cohésive à pression. Donc, avec tous les problèmes locaux d'endommagement qui peuvent se dérouler de plasticité dans cette zone-là, ça fait qu'on est malheureusement obligé de faire des approximations puisqu'on ne peut pas euh, réellement quantifier les champs mécaniques autour de cette zone. Donc, l'approche intégrale invariante que moi j'utilise justement permet de contourner ce problème d'estimation ou alors de recherche des champs mécaniques exacts dans la zone cohésive parce qu'elle permet d'évaluer l'énergie sans être obligé d'être proche de l'endommagement, c'est-à-dire de la fissure. Donc, c'est un peu dans cette optique-là que cette méthode est utilisée actuellement. Par contre, la méthode des champs de phase, j'ai commencé à regarder ça parce que, comme tu l'as dit, avec ça, j'aurais peut-être pas besoin de m'intéresser ou alors de me confronter aux problèmes analytiques que je rencontre en 3D actuellement. Donc, c'est une méthode que j'envisage bien mettre en œuvre voilà, pour modéliser la propagation de la fissure dans les matériaux dans le bois notamment. Ok, juste à titre d'information pour ceux qui nous regardent, quel logiciel utilises-tu pour appliquer tes éléments finis? Deux logiciels principaux. Le Abacus, logiciel commercial Abacus, voilà, qui m'aide pour le contact avec le monde industriel. Et lorsque je vais voir la chose de façon plus fondamentale, de façon plus codage et tout, j'utilise le logiciel du CEA, Castem, voilà, qui me permet d'avoir la main mise sur les formulations mathématiques, les discrétisations et les maillages et tout ce qui va avec. Ok. Bon, je pense que nous avons beaucoup discuté sur la science. Nous pouvons passer à un autre point, qui est le point de la scientifique. J'ai vu que tu es actif aussi sur les réseaux sociaux, LinkedIn principalement. J'aimerais savoir, pourquoi penses-tu que c'est important en particulier pour l'Afrique? Pourquoi penses-tu que la science est importante en particulier pour l'Afrique? Bon, la science, c'est très important pour l'Afrique et pour tout le monde parce que là, je suis en train de prendre, je vais me concentrer uniquement sur ce que je fais. Je suis en train de lutter pour que le matériau bois puisse être utilisé. Pas forcément pas des particuliers, mais que au Cameroun, par exemple, que les édifices publics
puisse être construit à partir d'un matériau, d'une ressource qui est disponible. On parle de plus de 700 espèces de bois dans les forêts camerounaises et africaines globalement qui ne sont pas exploitées. Donc, pour y arriver, parce que, comme je l'ai dit, je pense que le matériau bois n'est pas beaucoup utilisé parce que son comportement n'est pas connu, ses caractéristiques ne sont pas connues. Donc, pour y arriver, il faut faire de la science. Pour déterminer les caractéristiques de ce matériau, modéliser son comportement, comprendre son comportement, faire comprendre son comportement. Et comme ça, une fois qu'on aura une base de données assez conséquente et qu'on maîtrisera le matériau, on pourra facilement l'intégrer dans nos systèmes de construction. Donc, si aujourd'hui, le métal, l'acier, tout ça sont beaucoup utilisés comme matériaux contemporains dans les systèmes de construction, c'est parce que les ingénieurs maîtrisent son comportement. Ils savent comment ça va réagir. Mais pour le bois, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas comment ça va réagir. Et pour donc savoir, ou alors pour permettre aux ingénieurs de savoir comment cela va réagir, il faut passer par la science. On parlait tout à l'heure de codes aux éléments finis. Ce n'est comme ça, hein, parce que ça nous permet de modéliser, de faire des simulations, de déterminer les caractéristiques. Et voilà, faire un tas de trucs qui sera très important en tout cas pour son intégration, l'intégration de ce matériel. OK. Donc, à ton avis, quelle est la barrière, quelles sont les barrières qui freinent les jeunes à accéder à la science en Afrique? Parfois, il y a des situations qui arrivent et qui ne dépendent pas forcément de ces jeunes-là, qui les empêchent, pour ceux qui ont la volonté parfois, d'accéder ou alors de faire de la science comme ils le veulent. Donc, parfois, c'est un problème qu'on ne maîtrise pas, mais du point de vue technique, du point de vue scientifique, c'est-à-dire pour ne pas parler des problèmes que moi je ne connais pas, du point de vue technique, du point de vue scientifique, il arrive parfois que on parle là par exemple de vouloir dire à un ingénieur que voici un modèle que tu vas utiliser pour construire, je ne sais pas, pour construire l'amphi 2000 de l'université de Tian, par exemple. Mais il ne va pas, l'ingénieur ou alors les gens ne vont pas se lever et accepter que on puisse utiliser ton modèle pour construire un si grand bâtiment si on n'a pas la certitude que c'est un modèle qui est validé, hautement validé. Donc, à ce niveau, on a donc des soucis parce que pour valider un tel modèle, il faut une campagne expérimentale solide. Et voilà, parfois, il y a des problèmes des labos qui ne sont pas bien équipés, il y a des problèmes des dispositifs voilà, qu'on ne peut pas avoir pour faire un certain style de campagne expérimentale et tout ça. Et ça fait que parfois, voilà, il y a des solutions, ou alors il y a des problèmes auxquels on n'arrive pas à donner un certain type de solution, vu qu'il y a ce genre de petites contraintes, en fait. Donc, c'est un peu ça. Ok, j'ai vu que tu t'es engagé à transmettre le savoir. Tu encadres des étudiants de master. Comment fais-tu pour les accompagner dans des sujets aussi difficiles? Et quels seront, selon toi, ce qui peut les empêcher de comprendre ces sujets? Sont-ils ouverts à ce type de sujet? Bon, là, pour moi, le partage de connaissances, le partage des savoirs et des savoir-faire, c'est je dirais, une marque de fabrique parce que voilà, c'est une activité à laquelle je me suis prêté il y a de cela, voilà, depuis tout jeune. Donc, je de faire ça. Donc, voilà, j'ai donc le privilège, on va dire ça comme ça, de recevoir des stagiaires qui viennent pour des thématiques particulières autour, n'est-ce pas, de la communauté biosourcée. C'est pas forcément moi. Je pense que j'annonce ça comme ça. Sur mes prochains posts, vous allez voir que je vais un peu sortir du matériau bois et présenter un peu ce que, voilà, avec nos stagiaires de ces années académiques, on est en train de faire avec des, des déchets agricoles d'origine camerounaise. On fait de très belles choses. Donc, je
justement, c'est une tâche dans laquelle je me plais. Voilà, j'essaie de transmettre ce que je sais et avec les étudiants ou alors les stagiaires qui arrivent que je trouve aussi assez, euh, on va dire ça comment, scientifiquement cultivés. Donc, on est dans un système d'apprentissage mutuel. Ils me facilitent la tâche parce qu'ils sont impliqués. C'est aussi ça. Et on découvre pas mal de choses ensemble. Donc, le travail de vulgarisation, pour moi, restera toujours très important, non seulement pour que la science puisse avancer, mais aussi pour que moi, je puisse avancer. Parce que, voilà, ce n'est qu'en, comme on le dit souvent, en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, Ok. Nous sommes en train de tendre vers la fin. J'ai quelques questions à te poser, en fait, concernant principalement les jeunes. À ton avis, quel conseil donneras-tu aux jeunes aujourd'hui s'ils veulent atteindre ton niveau, principalement aussi obtenir les bourses effets? bon, pour moi, je ne sais pas si ce sont des conseils qu'ils ont l'habitude de recevoir ou alors qu'on a l'habitude de recevoir, mais pour être très basique, je vais parler de la motivation et de la détermination. Parce que pour moi, ce sont les deux principales notions sur lesquelles il faut tabler. Et bien évidemment, moi, je parle de ça comme si le travail était déjà un acquis, mais à côté de ça, il faut aussi bosser très dur. Il faut bosser très dur. Donc, quand il dit bosser très dur, c'est que vu que tu as des objectifs, vu que tu es motivé, naturellement, le travail, ça doit venir. Donc, particulièrement pour la bourse FL, donc moi, voilà, je dirais aux cadets académiques qui souhaitent postuler à cette bourse, que ce soit au niveau master ou au niveau doctorat, euh, de prendre, je vais dire quoi, de se mettre dans le bain de l'excellence dès l'entrée dans le cycle universitaire. Donc, il ne faut pas attendre, par exemple, la licence de commencer à rêver, s'inspirer. Ah non, non, non. Dès la première année, tu commences à intégrer la notion de l'excellence dans ton vocabulaire. Donc, après, voilà, je pense que le reste viendra. Donc, pour me résumer, moi, je vais dire motivation, détermination. Dès que tu as les deux, tu as un objectif. Le travail, il arrive, tu vas bosser, ça va être fluide. Ok. Mhm. Une dernière question. Quel message adresserais-tu aux jeunes qui pensent que la science est très compliquée? Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas compliqué? Même quand on dit que la science est compliquée, je me souviens quand on était au lycée, on faisait les séries C, on disait que non, la série littéraire, c'était facile et tout, mais ce n'est pas facile, hein. La preuve, c'est que est-ce qu'on s'en sortait alors facilement en philosophie et autres? Pas toujours. Donc, il n'y a rien qui est compliqué. Donc, il faut savoir, je veux dire, le jeune, il doit savoir que peu importe là où il part, il y aura des difficultés qu'il doit rencontrer. La seule chose, c'est de se préparer à ces difficultés et d'y faire face quand elles arriveront, parce qu'elles vont arriver, ça c'est sûr. Et justement, si nous sommes là, c'est pour démystifier la science. C'est comme ça. Ça, c'est une très bonne réponse parce que moi aussi, je m'y Oui. attendais. Il n'y a pas de domaine facile. Moi, j'ai toujours pensé que les séries A étaient extrêmement difficiles pour moi. J'ai toujours pensé Voilà. cela. Voilà. Mm. Merci infiniment, Loïc, pour cette belle échange. Tu nous as amené balader au milieu du bois, les méthodes numériques, ainsi de suite. Et j'espère que nous avons démystifié à notre niveau le bois, le matériau bois, les matériaux biosourcés, pour rendre cela accessible au grand public. À tous ceux qui nous écoutent, si vous avez aimé le contenu, je vous prie de vous abonner, de liker et de partager. De cliquer sur la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos et pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci Loïc d'avoir accepté de te prêter au jeu. Ok, c'est moi qui te remercie de me donner cette occasion de parler de ce que j'ai fait.
c'est très important à partir du moment où voilà, ça va permettre de motiver certains qui nous regardent et j'ose croire, je l'espère, que ça va susciter de l'intérêt chez un nombre assez important de personnes pour que, voilà, ensemble, davantage démystifier la science, comme je le disais tantôt, parce que seul, parfois, c'est pas évident. Donc, merci Thierry. Merci Loïc. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à toi, c'est super.